Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Aujourd'hui, je reçois Alicia Roussel, étudiante en master de droit de la responsabilité médicale, qui a accepté de répondre à mes questions au sujet de la télémédecine et plus particulièrement de son impact sur le droit des patients. Bonjour Alicia. Bonjour. Depuis 2018, le vocable télémédecine ne peut nous être étranger, eu égard à l'essor important qu'il a connu. Toutefois, en dépit des informations relayées par nos médias, je pense que beaucoup s'interrogent sur cette pratique et n'en saisissent pas réellement le sens. Je m'adresse donc à vous, Alicia, en vous demandant d'expliquer ce qu'est exactement la télémédecine. Alors, il faut tout d'abord savoir que c'est la loi du 21 juillet 2009, dite loi HPST pour Hôpital, Patient, Santé et Territoire, qui a défini pour la première fois ce qu'est la télémédecine. Donc, il s'agit d'une forme de pratique médicale à distance, utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport entre eux ou avec un patient un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins aux patients. Il faut savoir qu'il y a 5 types d'actes aujourd'hui réalisables, tous introduits dans le décret du 19 octobre 2010, que sont la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et enfin la régulation médicale. Avec vos propos, on comprend donc que cette forme de pratique médicale à distance conduit nécessairement à une relation virtuelle entre le médecin et le patient. Or, le rapport unissant ces deux protagonistes est souvent décrit comme une relation privilégiée, mêlant proximité et confiance. La crainte d'un risque de déshumanisation de cette relation soignant-soigné est l'une des préoccupations mises en avant par les réfractaires de la télémédecine. Il est possible de se demander en quoi ce dispositif constitue un progrès médical, légitimant la présence d'un tiers technologique. Alors, en effet, cet aspect de la télémédecine est souvent décrié et l'on peut parfaitement comprendre les inquiétudes nourries par chacun de ces acteurs. Je tiens quand même à préciser que le décret de 2010 propose aux patients la possibilité de se faire assister lors d'une téléconsultation par un professionnel de santé ou psychologue afin de le guider, de l'assister et de le rassurer. Par ailleurs, il serait tout à fait regrettable de négliger les bienfaits de cette pratique tant les avantages sont nombreux. Tout d'abord au titre de l'accès aux soins. En effet, la télémédecine a pour but de réduire les inégalités d'accès aux soins en garantissant un accès à tous et à tout moment et en apportant une réponse aux déserts médicaux. De même, elle offre aux personnes peu mobiles ou âgées une solution adaptée. Mais l'intérêt ne concerne pas uniquement l'accès aux soins, mais également la continuité de prise en charge, qui est indispensable à notre société au regard de l'évolution des maladies. À titre d'exemple, il y a la télésurveillance, qui permet de lutter contre les récidives grâce à un suivi qui est beaucoup plus efficient du patient. Finalement, les fondements sur lesquels repose la télémédecine et que vous venez de citer prennent acte d'une réalité à laquelle nous sommes confrontés depuis de nombreuses années. C'est en ce sens que ce dispositif s'inscrit dans une démarche remarquable et constitue une avancée notable. En outre, certains rappellent à juste titre que cette pratique n'a pas pour objectif de se substituer à la médecine traditionnelle. Elle offre de nouvelles possibilités en termes de soins, sans pour autant remplacer celles préexistantes. Le patient garde donc son droit d'accéder à une consultation classique. D'ailleurs, pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont s'articulent les droits des patients dans le cadre de la télémédecine? Alors, il s'agit là d'une question pertinente, dans la mesure où certains craignent que les droits des patients soient bafouillés en ayant recours à ce procédé de télémédecine. Or, ce n'est pas le cas. En effet, le médecin est tout d'abord tenu d'informer le patient sur l'acte médical réalisé, mais également le procédé de télémédecine utilisé. Il doit donc expliquer au patient en quoi consiste l'acte de télémédecine, la différence avec une prise en charge classique et les risques spécifiques inhérents à ce type d'acte. De même, il doit également lui expliquer les garanties en matière de secret des informations médicales. Si le patient décide cependant de refuser l'acte de télémédecine, le médecin doit bien évidemment respecter sa volonté en lui précisant simplement les conséquences. De même, le secret médical doit être respecté par les professionnels qui ont accès au dossier du patient, tant en ce qui concerne l'obtention de ces données personnelles de santé que la circulation de ces données, mais également les échanges de ces données médicales. Le médecin doit donc veiller à ce que les personnes qui l'assistent se conforment bien au secret professionnel. En conséquence, le droit offre les mêmes garanties aux patients, qu'ils aient recours à la télémédecine ou à la médecine plus traditionnelle. Mais mon interrogation porte désormais sur la question des données de santé auxquelles vous avez fait référence. Effectivement, il s'agit d'une catégorie de données à caractère personnel particulièrement sensible et on ne peut occulter le risque de piratage les concernant. On peut citer le cas de Singapour qui en a été victime en juillet 2018 par des hackers ayant volé des dossiers médicaux appartenant à 1,5 million d'habitants.
Face à ce constat, n'y a-t-il pas lieu de s'interroger sur la protection de nos données de santé ? Alors, vous avez raison, et je pense qu'il s'agit là de la principale crainte éprouvée par les patients. Toutefois, il faut préciser que le cadre juridique mis en place à cet effet peut en rassurer plus d'un. En effet, grâce au RGPD, donc Règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur en mai 2018, les données de santé bénéficient d'un régime de protection renforcé, le principe étant celui de l'interdiction de leur traitement. Toutefois, leur exploitation est possible si la personne concernée, qui est bien évidemment informée de la finalité du cadre dans lequel ces données seront exploitées, donne un consentement clair et explicite. Par ailleurs, concernant les opérations de soins ou de diagnostic, les données de santé récupérées peuvent uniquement être hébergées auprès de personnes physiques ou morales qui sont agréées. L'hébergeur est d'ailleurs soumis à des contrôles tels que menés par l'Inspection générale des affaires sociales. Et en cas de violation de ces données, le responsable de traitement devra informer dans un délai de 72 heures la CNIL si elle présente un risque pour les droits et libertés des personnes intéressées. Ce dispositif a donc le mérite de rassurer patients et professionnels de santé sur la protection des données médicales. Pour terminer, j'ai une dernière question au sujet donc de la responsabilité du médecin dans le cadre de la télémédecine. Effectivement, il se peut que le diagnostic d'une pathologie fasse intervenir différents soignants, comme c'est le cas pour la téléexpertise. Prenons un exemple concret. Un patient est hospitalisé pour un traumatisme crânien. Un avis est demandé à un centre hospitalier universitaire voisin avec vidéotransmission des images de l'examen. Celui-ci considère que l'état du patient peut attendre. Le lendemain, le patient tombe dans le coma et décède. Quelle responsabilité peut-on engager ? Celle du médecin de proximité ou de l'établissement d'accueil ? Celle du téléexpert ou de l'établissement dans lequel il exerce ? Alors en réalité, la situation n'est pas nécessairement différente de celle où le médecin prend avis auprès d'un spécialiste. Dans votre exemple, la responsabilité du médecin de proximité et celle du téléexpert pourront toutes les deux être engagées. En effet, il appartient à ce dernier de prendre en compte les limites inhérentes à la pratique et en cas de doute, de solliciter des examens complémentaires. Il est responsable du diagnostic qu'il pose au regard des informations transmises. Quant au médecin de proximité, il sera responsable des données recueillies auprès du patient et télétransmises, ainsi que de la décision finale du choix thérapeutique. Je vous remercie Alicia d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère qu'avec votre intervention, les téléspectateurs auront un regard différent sur la télémédecine et je vous dis à bientôt sur À vos droits.